Alors, bonsoir à toutes et à tous, chers participantes, chers participants, rebonsoir et bonjour peut-être dépendamment de vos positions parce que nous savons tous que nous avons des professionnels parmi nous, des gens très occupés et qui peuvent être amenés à bouger d'un point A à un point B et sur la surface du globe. Donc voilà. Bienvenue une fois encore, mesdames et messieurs, à cette septième session du parcours de formation en système de santé et résilience climatique, comme vous le savez, très chers collègues. Cette session est dédiée donc à, à la dernière intervention de l'intervenant du module 3, module qui porte donc sur les outils et pratiques de résilience climatique en contexte de changement climatique et dans le secteur de la santé. Et ce module est facilité par Dr. Yao Maouli Komlagan Apeliti qui nous vient de l'Université de Lomé. Donc, hier, il nous avait déjà entretenu sur des concepts clés sur certains outils, notamment le plan communal de sauvegarde, le plan communal de développement, la matrice des risques, euh, l'utilisation, ou plutôt le système d'alerte précoce, entre autres éléments, outils et pratiques qui ont été partagés avec nous dans le cadre de ce parcours. Et donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons nous focaliser sur de nouveaux concepts, sur de nouveaux outils et de nouvelles pratiques que l'intervenant a jalousement gardées pour nous aujourd'hui. Et donc, si vous avez la possibilité d'inviter d'autres personnes à participer à cette session ce soir, c'est le moment de le faire pour que dans les 3 à 5 minutes à venir, que ces dernières puissent se connecter pour bénéficier des partages qui sont préparés pour cette session. Docteur Eric, est-ce que tu es là? Cher Stanislas, est-ce que tu es là? Ouais, bonsoir, bonsoir, bonsoir encore, cher Graciano. Voilà, je suis là, je n'attends que toi, voilà, pour Ok, lancer la machine. très Et là, bien. je prends le volant. D'accord, super. Toujours un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Je ne vois pas Stanislas, mais je suppose qu'il est en train de gérer la salle comme un bon surveillant. Merci Stanislas pour le travail que tu fais derrière ton écran. Et j'espère que les participants ce soir donc, vont s'engager dans les discussions, dans les échanges, dans les partages pour que nous puissions nous enrichir mutuellement au sortir donc, de cette session de ce soir. Docteur Eric, sans plus tarder, je vais te laisser la main pour que tu puisses prendre en charge la salle qui t'est dédiée. Merci. Merci, merci, grand merci, mon frère Graciano. Donc, une fois encore, je voudrais dire bonsoir à tous les participants et je voudrais sincèrement les remercier pour leur apport par rapport à l'échange que nous avons eu hier. Vraiment, ça a été très cool, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Et donc, ce soir, voilà, comme l'a dit Graciano, nous allons continuer. Nous allons continuer. Et donc, juste que je partage mon écran. Voilà. Et voilà. Donc, je pense que voilà pour un petit résumé, je ne voudrais pas. Est-ce que vous voyez déjà mon écran? C'est bon? Allô? Allô? Oui, tout à fait, c'est bon, on peut évoluer, oui. Allô? Oui, c'est Ouais, bon. c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord, d'accord, merci. Donc, pour un petit rappel, depuis hier, on a commencé par parler de l'approche communautaire dans la résilience climatique en santé. Et donc, voilà, merci vraiment hein, pour l'échange qu'il y a eu hier. Sans vous mentir, j'ai tiré beaucoup de leçons, surtout par rapport à certaines anecdotes que vous avez racontées. Voilà, ça, j'ai tellement aimé. Et je vais continuer par vous dire que je pense que le rôle ou bien le but de cette formation, c'est de pouvoir donner d'autres responsabilités hein, aux professionnels de santé.
Parce que c'est vrai, quand on parle de la communauté, peut-être le professionnel de santé se dira que bon, lui, il a quoi à faire. Mais justement, c'est parce que on veut vous faire sortir voilà, des centres de santé et que vous soyez plus en, commune, en contact, vous le faites déjà, peut-être rééduquer ou bien donner voilà, de nouvelles directives aux populations que vous ne cessez de soigner. Vraiment, vous, vous accomplissez voilà, de, un très grand rôle. Ce soir, nous allons voir un autre élément de l'approche climatique qui est l'éducation et la sensibilisation. Donc, l'approche climatique, on l'a définie en disant que c'est tout faire, voilà, en mettant la communauté au cœur de tout. Ça veut dire que la résilience, adaptation, tout ça c'est bon, mais on ne va plus faire quelque chose quelque part et la mener à nos communautés. Non. C'est que depuis l'identification des risques, tout ça, les communautés seront prises en compte. Et maintenant, comment ceci doit se faire? On doit éduquer et sensibiliser par rapport à la résilience climatique. Voilà. Donc, j'ai dit, ce sont des piliers essentiels pour bâtir la résilience climatique en transformant les connaissances en actions concrètes. Très bien. Donc, par rapport à ce que nous savons bien en tant que professionnels, vous détenez déjà comme connaissance, comment maintenant aider nos populations à pouvoir les mettre en pratique, ça veut dire à pouvoir les transformer en actions concrètes, éducation et sensibilisation. Donc, elles permettent de comprendre la crise, d'adopter des comportements durables, de développer des compétences vertes et de renforcer l'engagement civique des jeunes. Donc, c'est comme le professionnel de la santé devient maintenant un éducateur. C'est comme il devient un enseignant. Donc, déjà, par rapport à ce que mon frère Graciano m'a posé comme question hier, j'ai envie de vous demander, s'il vous plaît, j'ai envie de demander aux participants quel est selon eux l'apport d'un professionnel de santé dans un plan communal de sauvetage, par exemple. Parce que c'est la question, si je me rappelle, Graciano m'avait posé cette question. Donc voilà, selon vous, par rapport à ce que nous avons commencé par dire, que pensez-vous, ou bien quel pourra être votre apport, ou bien votre rôle, quand peut-être, voilà, quand il s'agit d'un plan communal de, de sauvetage. Donc, cette approche, c'est-à-dire que l'éducation et la sensibilisation est cruciale pour l'adaptation. Voilà. Donc maintenant, je suis allé plus loin parce que je voudrais vraiment que les choses soient plus pratiques. Donc j'ai parlé des aspects clés de l'éducation et de la sensibilisation pour la résilience. On parle de l'éducation, on parle de la sensibilisation. Voilà. Comment est-ce que ça pourrait se faire? Donc, les aspects clés, quand il s'agit de l'éducation pour la résilience. Donc, on va parler de l'intégration scolaire et curriculaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que l'éducation au changement climatique doit être intégrée dès l'école primaire pour éveiller les consciences dès le plus jeune âge des initiatives telles que des pépinières scolaires, renforcer les capacités d'adaptation des élèves. Voilà. Donc, quand il s'agit d'éduquer, ça veut dire qu'en tant que professionnel de santé, on pourra par exemple plaider. Pourquoi ne pas déjà, à partir du jardin d'enfants, commencer par parler aux enfants, voilà, du changement climatique et d'éveiller leur conscience et déjà de les amener à prendre eux-mêmes des initiatives telles que les pépinières scolaires. Parce qu'aujourd'hui, là, l'arbre est crucial et l'arbre est très important, voilà, quand on veut lutter contre le changement climatique. Donc, et renforcer les capacités d'adaptation des élèves. Et ici, je pense que la plupart de nous, nous sommes déjà des parents
Et on sait ce que fait l'éducation quand l'enfant est déjà éduqué ou bien quand on lui inculque déjà certaines habitudes depuis le bas âge. Il serait très difficile que quand il sera grand de s'y écarter. Voilà. Et le second aspect clé, c'est quoi? C'est la formation des enseignants. Ça veut dire les enseignants eux-mêmes doivent être formés d'abord. Donc, j'ai dit, il est crucial de former les enseignants aux questions climatiques pour assurer un enseignement de qualité comme le propose l'Office pour l'éducation climat. Voilà, ça là, ça c'est l'exemple c'est l'exemple sous d'autres cieux. Donc, ça veut dire que en tant que professionnel de santé, vous pouvez, par exemple, vous rendre à l'inspection ou à la direction régionale de l'éducation et proposer des modules de formation. Bien, elle dit que voilà, que tu voudrais, par exemple, former les enseignants sur les questions climatiques liées au climat. Donc, c'est pourquoi moi, je trouve vraiment cette formation très utile parce que ça va nous outiller, voilà, à pouvoir transmettre, voilà, de nouvelles connaissances aux enseignants. Et un autre aspect clé, c'est les approches pédagogiques actives. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'éducation ne doit pas seulement transmettre des savoirs scientifiques, mais favoriser l'esprit critique et l'action citoyenne, comme le soulignent les mouvements de jeunesse. Aujourd'hui, et maintenant, on comprend, on se dit qu'on ne fait plus de la recherche pour la recherche. Si, en tant que scientifique, tes recherches ne pouvont pas aider au bien-être des populations, donc ce n'est pas la peine de faire des recherches. C'est avant, on faisait des recherches et après, on mettait les résultats dans les tiroirs et voilà, et ça n'allait pas, ce n'était pas bénéfique pour les populations. Mais aujourd'hui, quand nous, ou bien quand moi, je parle de l'éducation dans le contexte d'approche communautaire, ce n'est pas seulement de transmettre des savoirs scientifiques, mais favoriser l'esprit critique. Ça veut dire aider surtout la jeunesse à réfléchir lui-même, à détecter le problème et à penser en même temps aux solutions. Et là, j'ai mis l'accent sur les mouvements de jeunesse. Un autre aspect clé, c'est la sensibilisation locale, c'est-à-dire des campagnes de sensibilisation telles que le Green School Tour, c'est-à-dire que le tour vert, le tour vert sensibilise à la gestion des déchets et à la lutte contre la déforestation. Voilà. Donc, ça veut dire, c'est de mettre en place comment je veux dire, pas des manifestations, mais voilà, des campagnes de sensibilisation hein, pour sensibiliser la population à comment gérer les déchets et à comment lutter contre la déforestation. C'est très important parce qu'aujourd'hui, une vérité est là, c'est la population ou bien nos populations dépendent des forêts. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Et maintenant, comment faire pour lutter contre la déforestation? Et c'est là où, depuis hier, nous sommes en train de parler, par exemple, des briquettes. Des briquettes, ça veut dire c'est formé à base d'argile et des déchets et de la biomasse, et mais qui brûle, voilà, comme du charbon de bois. Un autre aspect clé, c'est quoi? C'est les ressources et outils. C'est-à-dire, il y a des manuels mondiaux, tels que celui lancé par l'UNICEF, qui aident le personnel éducatif à promouvoir une éducation résiliente. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. C'est ce que nous on fait, il y a des personnes qui l'ont déjà fait. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas de raison à dire que nous ne savons pas quoi faire. Donc, il y a déjà des manuels, voilà, que nous pouvons consulter et qui pourront nous aider, voilà, à former, à éduquer et à sensibiliser nos populations. Voilà. Maintenant, je suis allé un peu plus loin et en voulant parler de l'éducation et de la sensibilisation sur la pollution de l'air et de la chaleur.
Parce que aujourd'hui, impact et effet du changement climatique, et en même temps, on parle de global warming, ça veut dire le réchauffement planétaire. Voilà, le réchauffement planétaire. Parce qu'aujourd'hui, l'un des aspects du changement climatique, c'est qu'on voit qu'il fait plus chaud, que les températures augmentent. Et c'est pourquoi Graciano a voulu que je parle de, de la pollution de l'air et de la chaleur. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire quand il s'agit de l'éducation et de la sensibilisation sur la pollution de l'air et la chaleur? J'ai dit, dès le plus jeune âge, les enfants apprennent la composition de l'air, les sources de pollution intérieures comme extérieures, et deviennent des ambassadeurs auprès des adultes. Aujourd'hui, là, même le simple fait peut-être de brûler les ordures, de brûler les dépotoirs, de brûler les pneus usés, d'utiliser par exemple le bois énergie, tout ça, ce sont des sources de pollution. Et donc, si déjà l'enfant sait que depuis son bas âge, par certaines pratiques, il pollue déjà l'air, je pense que quand il deviendra adulte, il deviendra ambassadeur, il va vouloir lutter parce que justement lui dire que c'est vrai, tu penses que peut-être quand tu brûles les déchets, quand on brûle les dépotoirs, les fumées s'en vont ailleurs. C'est faux, hein? Les fumées ne vont nulle part. C'est que les fumées nous reviennent en fait. Donc je pense que si déjà l'enfant sait que ce qu'il fait sera pour lui une chose, voilà, ou bien une cause de maladie, là, il va déjà commencer par penser à comment y remédier. Et quand il s'agit de l'éducation et sensibilisation sur la pollution de l'air et la chaleur, on a besoin de ressources pédagogiques. J'ai dit utilisation d'outils ludiques, quiz, expériences vidéo, pour comprendre les liens entre énergie, qualité de l'air et changement climatique. Vous savez que les enfants apprennent plus voilà, par image ou bien par geste. Donc c'est pourquoi ici j'ai parlé de l'utilisation d'outils ludiques. En fait, j'ai essayé de mettre en exergue, c'est que ce qui est faisable, voilà, c'est que ce qu'on peut pratiquer, pas seulement ce qu'on peut dire et ne peut pas faire. Voilà. Et maintenant, comment inculquer à nos enfants certains gestes éco-responsables quand il s'agit de la pollution de l'air et de la chaleur? Par exemple, par rapport pour lutter contre la solution, favoriser les transports doux, limiter la cuisson au bois, réduire l'usage de produits chimiques d'intérieur. Je veux revenir sur favoriser les transports doux. Ça veut dire quoi? C'est promouvoir, par exemple, la marche à pied, la marche à pied, les transports en commun, le vélo. Ne pas, aujourd'hui, vous savez, je ne sais pas si c'est la modernisation, mais on est tellement habitué que même pour quitter notre salon et aller dans la douche ou bien dans les toilettes, voilà, soit on prend la voiture, bien soit on prend la moto. Et aujourd'hui, aller à vélo ou bien aller à pied, c'est comme entre guillemets, voilà, tu n'es pas d'un rang social élevé, ou bien voilà, le dit terre à terre, tu es pauvre. Non, promouvoir les transports doux. Malheureusement, dans nos communautés, on parle de transport en commun, mais ces transports en commun qui utilisent le gasoil comme l'énergie. Vous voyez que voilà, au moins si ces transports en commun utilisaient par exemple l'énergie solaire ou bien une autre source d'énergie pour se déplacer, là on pourra dire que c'est une solution. Mais promouvoir les transports doux, aller à vélo, aller à pied,
limiter la cuisson au bois. C'est ce que depuis hier, on le disait. C'est pourquoi j'ai dit limiter. On ne peut pas l'éviter, mais limiter. Réduire l'usage de produits chimiques d'intérieur, désodorisants. Voilà. Aujourd'hui, bon, c'est ça. Et on a les fly toast, tout ça, contre les moustiques. Mais au même moment, il y a des herbes naturelles, voilà, qui peuvent embaumer nos chambres, qui peuvent lutter, voilà, contre les moustiques ou bien contre les insectes nuisibles. Et pour lutter contre la chaleur, comprendre l'effet des îlots de chaleur urbains et l'importance de la végétalisation pour rafraîchir l'air. Aujourd'hui, dans je ne sais pas comment nos salles de classe sont construites, mais déjà après la récréation, après 10 heures, c'est difficile de pouvoir tenir dans une salle de classe, surtout avec des effectifs pléthoriques. Et là, il fait tellement chaud dans nos chambres. Et alors que sur la cour, tu vois que voilà, il n'y a pas assez d'arbres. Et pourquoi ne pas? Aujourd'hui, moi, je dis, on a tendance à mettre des vitres, des fenêtres en vitre, des portes en vitre sur nos bâtiments publics. Non, c'est pas normal. Par exemple, il y a dans les régions tempérées, à cause de la fraîcheur, eux, ils utilisent les fenêtres et les portes voilà, en vitre pour pouvoir garder de la chaleur. Mais chez nous, où il fait tellement chaud, on se permet. Et là, c'est parce qu'on a les moyens. Et simple habitation, tu vois les fenêtres, voilà, qui sont en aluminium et en verre, en vitre. Mais gars, non. On n'a qu'à faire, c'est que soit vous mettez les nappes, les persières et vous ouvrez grandement pour faire circuler le vent. Parce que qu'on le veuille ou pas, la température va continuer par grimper. Et là, si nous hasardons, si nous continuons pas mettre des fenêtres, des portes, c'est qu'en vitre, sur nos bâtiments, peut-être que vous allez me dire que nous avons les moyens d'utiliser les ventilateurs, d'utiliser les climatisateurs, alors qu'au même moment, ça c'est de l'énergie. Et ces appareils font quoi? Dégagent encore de la chaleur. Donc je pense que nous devons commencer par repenser même à nos habitations. Comment orienter nos maisons afin qu'il y ait du vent naturel. Voilà. Et dans l'éducation et la sensibilisation contre la pollution, j'ai parlé de la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire des ateliers de sensibilisation et des groupes de formation encouragent l'action collective pour un environnement plus sain. C'est ça en fait. Ça veut dire nous devons mettre l'accent sur l'action collective. Ce n'est pas par action individuelle. Non. Le changement climatique n'est pas affaire d'une seule personne. Mais le problème est que c'est les mauvaises habitudes, voilà, les mauvaises habitudes d'une seule personne peuvent causer du mal à toute une communauté. C'est pourquoi nos actions doivent être collectives. On doit mettre l'accent sur ça. On ne va pas dire que non, que moi, ça ne me regarde pas, que c'est l'autre, peut-être, voilà, qui fait ça. Non, c'est faux. Quand tu le laisses faire, sois sûr que tu vas partager avec lui les conséquences. Et j'ai mis une petite note pour dire que des études montrent que l'éducation, notamment celle des mères, aide à atténuer l'impact des températures extrêmes et de la pollution sur la santé. Donc des initiatives comme le Tide Eternus, c'est-à-dire retourner la marée, le Plastic Challenge de l'INEP mobilise également la jeunesse, démontrant le pouvoir de l'action locale. Vous voyez que l'accent est mis ici sur la jeunesse et après sur les mères. C'est sur nos mamans que c'est vrai, le papa a son rôle aussi à jouer dans l'éducation. Mais vous savez, les enfants sont plus attachés à leur mère et passent plus de temps
avec leur maman. Donc, quand la maman, et puis c'est la maman qui cuisine. Donc, quand la maman est éduquée par rapport à la limitation de la cuisson avec le bois, je pense que cette dernière, voilà, la transmettra aux autres enfants. Voilà, donc je viens ici de parler, voilà, de l'éducation, de la sensibilisation, c'est leur rôle dans la résilience climatique. Mon frère Graciano, voilà, je ne sais pas s'il y a des ajouts, des commentaires, avant que je ne continue. Merci. Je pense qu'on peut évoluer, hein. D'accord. OK. Donc, un autre aspect, c'est le renforcement des systèmes d'alerte précoce par l'approche communautaire. Là, on l'a dit hier. Bon, donc, son but, le renforcement vise à placer les populations locales au cœur de la surveillance et de la gestion des risques. Et par combinaison des savoirs traditionnels et données techniques, balises, hydrométéorologie, cette approche permet une réponse rapide, renforce la résilience face aux inondations et favorise une meilleure appropriation des mesures de sécurité. Là, on l'a brossé hier. Et donc, j'ai essayé d'aborder les composantes clés de renforcement des systèmes d'alerte précoce d'une approche communautaire réussie. La première composante, c'est quoi? La connaissance des risques. Ça veut dire identification participative des zones vulnérables et cartographie des menaces. On l'a fait hier. C'est-à-dire la communauté, les populations même arrivent à identifier les zones vulnérables. Ça, dans une communauté, il y a des zones qui sont plus vulnérables. Donc, on doit d'abord identifier ces zones. Voilà. Donc, c'est l'image-là que j'ai montrée hier pour montrer une balise et, voilà, et la signification des couleurs. Et donc, à part la connaissance, les risques, c'est quoi? Il y a la surveillance locale. Ça veut dire quoi? Impliquer les habitants dans le suivi des indicateurs. Et je pense que mon collègue docteur Toby, bon, j'oublie son nom, mais il est revenu sur ça hier. Ça veut dire que ce sont les habitants, même quand ils voient déjà que le niveau de l'eau, quand ils voient que le niveau de l'eau, voilà, a atteint voilà, une couleur sur la balise, voilà, eux-mêmes, ils savent ce que ça veut dire. Donc, communication et action. Ça veut dire mise en place de comités de veille locaux pour la transmission rapide des alertes. Voilà, c'est-à-dire que c'est le comité là, déjà dans la saison des pluies, et comme ils sont du milieu, ils sont habitués, voilà, par rapport à la densité ou bien à la quantité d'eau, voilà, qui tombe, eux-mêmes de temps en temps, ils s'en vont pour voir, voilà, comment l'eau augmente et rapidement. Et ce comité de veille, voilà, transmet les alertes. Et pour que tout ceci puisse se faire, on a besoin de renforcement des capacités. Ça veut dire former les populations à l'interprétation des données et à la préparation aux urgences. Ça veut dire, par exemple, dans le cas des inondations, quand le niveau de l'eau atteint la couleur jaune, c'est la population, bien les populations savent déjà ce qu'il faut faire. Ça veut dire que nous devons déjà commencer par emballer nos effets et trouver, voilà, le chemin par lequel sortir du village, par exemple. Et maintenant, quels sont les avantages du modèle communautaire? Ça veut dire que quand tout ceci est fait, c'est que quoi? Il y a la réactivité, réduire les délais de transmission de l'alerte. Ça veut dire que chaque individu de la communauté peut aisément transmettre l'alerte parce qu'il a été formé sur quoi? Sur la signification, voilà, des couleurs par rapport au niveau de l'eau. Et les communautés sont plus enclines à agir face à un signal connu et compris. C'est-à-dire qu'ils s'approprient. C'est-à-dire que quand ça arrive, ils savent déjà, voilà, ce qu'il faut faire. Et la réduction des risques, ça permet une meilleure protection des vies et des moyens de subsistance. C'est ce à quoi on veut arriver.
Donc, c'est ça l'avantage du renforcement des systèmes d'alerte précoce. OK. Donc, mon cher Graciano, voilà, c'est ce que j'ai à dire par rapport au renforcement des systèmes d'alerte précoce, voilà, quand il s'agit de l'approche communautaire. Je peux évoluer? Oui, tout à fait. Et je pense que tu as déjà tout dit. Tu demandais effectivement si j'avais quelque chose à ajouter au départ quand tu as parlé même du cadre de vie. Je vais parler de nos habitations. Parce que je pense que c'est une question importante aujourd'hui que nous devons prendre en compte et en considération lorsque nous parlons des moyens et des outils ou plutôt des pratiques qui permettent donc de renforcer la résilience des communautés et des systèmes de santé face au changement climatique. Et nos habitations pèsent lourdement dans ce dispositif-là. Parce que si nous Voilà. ne savons pas quel dispositif, ou plutôt de quelle manière nous devons organiser même notre propre cadre de vie, il s'avère difficile pour nous de pouvoir déployer et toutes nos capacités de résilience face au changement climatique. Et moi, je le répète, notre façon de construire même déjà révèle de notre fragilité euh, à pouvoir faire face aux effets du changement climatique. On comprend que cette question implique vraiment d'autres acteurs. Et moi, je me dis personnellement que quelque part, c'est vrai que ça regarde d'autres acteurs comme les mairies qui devraient normalement régulariser la manière dont les constructions devaient être faites, comment les gens doivent occuper l'espace et tout, et les aménagements du territoire qui devaient être faits avant même l'installation des populations, tout ce qui n'a pas été fait. Et donc, finalement, on dirait que la politique suit plutôt l'implantation des populations au lieu que ce soit l'implantation des populations qui suit l'aménagement des territoires qui découle donc des politiques. Donc, c'est une logique finalement inversée. Et dans ce sens, je me dis que une conscience personnelle, individuelle et à la fois collective devrait naître au niveau des acteurs pour comprendre, parce qu'ils ne sont pas tous réunis ici et nous, nous parlons dans un cercle restreint. Ils ne sont pas tous réunis, mais pour comprendre que la manière dont nous-mêmes nous exploitons toutes les ressources qui sont autour de nous a un effet, un impact sur notre santé, sur notre capacité à faire face aux effets du changement climatique sur nous. Lorsque je vais habiter un endroit où je sais très bien que je suis exposé aux problèmes d'inondation, un endroit où je sais très bien que je suis exposé aux exploitations de carrières, des mines derrière moi, etc. Comme actuellement, M. Idrissa en parlait, le projet Simandou, c'est l'extraction, l'exploitation de beaucoup de choses qui se produiront. Lorsqu'on est dans ces localités et que les politiques ne mettent pas en place tout ce qu'il faut pour que, à la fois lorsqu'on extrait les mines, lorsqu'on extrait les ressources naturelles, qu'il y ait une part de cette extraction-là qui retourne vers le développement de la communauté pour pouvoir développer des projets qui permettent donc de capter le dioxyde de carbone qui est donc émis dans la nature à travers les exploitations pour pouvoir éliminer un peu les poussières qui sont dégagées parce qu'on extrait beaucoup de choses. Donc ça veut dire que quelque part le politique a échoué, mais en même temps je me dis que les communautés devraient normalement avoir une organisation au sein d'elle-même pour pouvoir faire face à la politique et rappeler le politique à l'ordre pour dire nous sommes dans cette communauté et nous connaissons nos droits, nous savons ce qui doit être fait dans une telle situation. Donc c'est une question d'éveil finalement au sein des communautés aussi. Et quelque part, le professionnel de santé est le leader dans ce sens-là qui pourrait mener cette action. Et ça m'interpelle aujourd'hui vers d'autres actions que nous sommes en train de réfléchir. Comment on fait finalement pour capaciter ces professionnels-là à être beaucoup plus impactants au sein de leur communauté? Il ne s'agit pas d'être médecin ou d'être infirmier, mais on peut être un individu lambda qui comprend vraiment les enjeux de santé et qui devient un leader naturel au sein de sa communauté. Donc, bref, pour revenir, pour dire, vous-même, la manière dont vous aménagez d'abord votre cadre de vie est un élément important pour savoir que vous pouvez être résilient face aux effets du changement climatique. Parce que, juste un petit exemple, parce que moi j'ai beaucoup travaillé en pédiatrie entre-temps, nous conseillons aux mamans d'aérer leur chambre le mieux possible. Que la chambre où l'on se repose ne soit pas une chambre où on dépose à la fois la nourriture, les parfums, etc. Il faut que la chambre de repos soit vraiment dégagée, libre.
Parce que s'il y a toutes ces choses plutôt dans la chambre, les enfants facilement développent des allergies, développent des maladies, des infections respiratoires aiguës, des trucs comme ça. Donc, ce sont de petits trucs que l'on ne partage pas directement sur la toile. Et seulement pour quelques rares personnes qui arrivent à rencontrer les pédiatres, arrivent à en bénéficier pour aérer leur maison. Mais la pauvre dame qui est au village n'a pas forcément cette information, alors qu'elle en a besoin aussi pour protéger la vie de son enfant. Donc, ce sont des choses comme ça que je pense aujourd'hui que en tant que professionnel de santé au sein de ta communauté, tu as un devoir, celui de desservir ta population convenablement avec tout ce qu'il faut, comme on dit, les soins de santé primaires. Tu as un rôle de promotionnaire de la santé et donc tu dois travailler dans ce sens-là. Donc, Dr. Eric, je vais te redonner la parole pour qu'on puisse évoluer parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, mais le temps imparti ne nous permet pas d'aller plus en détail. Merci. Voilà. J'ai la main depuis la main. Merci. Le moment n'est pas venu pour qu'on réagisse. Ok, désolé, c'est C'est Kolani. Kolani. Oui. Oui, cher Kolani, allez-y. Ok, merci Graziano pour la modération. Merci au facilitateur qui prend le temps de nous expliquer. Vraiment, c'est intéressant. Mais j'ai quelques commentaires à faire à propos de... Dans l'explication, il avait à dire aller à vélo ou à la marche, de promouvoir d'aller à vélo ou à la marche. Bon, c'est une approche qui, qui, qui est bien, mais dans la faisabilité, est-ce que c'est possible? Dans nos communautés aujourd'hui, même dans n'importe quel village, les moyens de déplacement sont plus des engins qu'on utilise. Mais bon, de dire comme ça, bon, je pense que ça serait vraiment pour un citoyen lambda de percevoir. Bon, moi, j'ai ma moto. Pour aller ici, j'utilise ma moto, j'utilise tel pour faire mes déplacements. Et on me dit, bon, ce n'est pas une bonne chose, mais il faut prévoir peut-être retourner en arrière, utiliser plutôt le vélo, prévoir, préférer plutôt la marche. Moi, à la place, je pourrais souhaiter, peut-être on peut dire, et utiliser les engins, peut-être les engins qui utilisent l'énergie renouvelable, parce qu'aujourd'hui, on a c'est vrai, ce n'est pas dans nos contrées, c'est difficile à les avoir, mais il y a les véhicules électriques qui seraient plus et moins polluants que ce que nous utilisons. Donc, je pense que si peut-être on oriente les sensibilisations vers ce côté, c'est beaucoup plus compréhensible pour la communauté que de le dire, d'aller vers la marche ou au vélo. Deuxième commentaire que je voulais faire, c'est par rapport, Monsieur Gazano vient de faire ça, par rapport à l'habitation, l'utilisation des vitres à aluminium. Je me dis, il y a son côté positif et son côté négatif, mais il y a le côté positif. Parce que si on n'utilise pas les vitres à aluminium et les fenêtres à aluminium, on va utiliser les arbres, on va utiliser les planches. Et c'est la bataille des arbres. Et ça va contribuer plus au réchauffement climatique. Donc, c'est ça. À la place des vitres, on utilise les vitres, mais on peut aussi, comme le monsieur Gadion l'a dit, aération de nos maisons, la manière dont nous construisons. Moi, j'ai fait dans un milieu où vraiment la mairie fait l'effort, les autorités locaux sont en train de faire l'effort dans la zone et vraiment les constructions sont suivies. La troisième chose que je voudrais dire, c'est à propos du reboisement. Moi, je suis originaire du Nord et quand nous, on était les enfants, on avait certains de nos grands frères qui revenaient et qui avaient certains arbres dans certaines écoles, dans certaines parties du village où ils disaient que c'est nous qui avons planté ça dans l'enfance. Et par rapport aux sensibilisations des enfants du préscolaire, du primaire, est-ce que ça ne serait pas mieux qu'on initie ces enfants-là à faire leur propre reboisement avec l'encadrement des enseignants pour que chaque enfant se dise que voilà mon arbre, je dois l'entretenir, ça m'appartient, on les personnalise et que ces enfants grandissent avec ces arbres-là. Peut-être chaque enfant, dans 2 ans, peut avoir un arbre. Vous voyez, ça peut aussi aider au reboisement et faire évoluer certains milieux qui sont vraiment déserts d'arbres. Et ça va contribuer au refroidissement. On peut aussi, dans nos communautés, aujourd'hui, il y a les groupes organisés, il y a les clubs des mères, il y a les groupes des femmes partout. On peut aussi passer par ces genres de groupes-là et donner le message de reboisement, les messages sur le changement climatique. Aujourd'hui, ce que nous devons aussi lutter, c'est d'intégrer la question du changement climatique dans nos plans d'IEC. Parce que
je vois dans la plupart des formations sanitaires, quand vous venez, vous voyez le plan d'IEC, les thèmes qui sont, il n'y a pas les thèmes sur le changement. Rarement les centres impliquent ça dans les thèmes d'IEC. Et je pense que si on arrive à faire intégrer dans nos plans d'IEC annuels, dans certains centres, ça va vraiment contribuer à ce que la population prenne conscience du danger que nous courons à propos du changement climatique. Voilà quelques commentaires que je voudrais faire. Merci beaucoup. Et très bien, cher Kolani. Je ne sais pas si Dr. Eric veut rebondir parce que je Oui, vois oui, 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 Monsieur merci. Kitor qui a levé la main aussi. Voilà. Ok, ok, ouais, mon frère Graciano, merci. Merci à M. Kolani, hein, j'ai vraiment aimé. Je voudrais rebondir à partir de son troisième point. Voilà, raison pour laquelle, c'est par exemple, l'idée que vous venez de mettre maintenant est une très bonne idée. C'est que chaque enfant, par exemple, ait son plan. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui parle. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on dit que voilà, vous êtes des acteurs clés, voilà, dans l'approche communautaire. Et maintenant, voilà, par rapport aux vitres, vous savez, aujourd'hui, il y a les NACO qui sont aussi en aluminium. Donc, au lieu de faire, par exemple, au lieu de faire, par exemple, au lieu de faire, par exemple, des fenêtres coulissantes où on coulisse les fenêtres, voilà, et vous apercevez que c'est seulement la moitié de la fenêtre où les peut passer. On a maintenant les NACO, voilà, qui sont, par exemple, en vitre. Par exemple, par rapport aux moyens de déplacement. Vous savez, quand un personnel de santé te dit que si tu ne veux pas, par exemple, souffrir de l'hypertension, quoi, et de diabète, de quoi, et il ne faut pas chaque fois aller à moto, hein, il faut aller à pied. Moi, je suis sûr que nous tous, nous avons peur de la mort. Et nous savons que ceux qui nous conseillent, ou bien ceux qui nous délivrent de la mort, ce sont les professionnels de santé. Et quand c'est le médecin qui te dit que si tu ne marches pas, si tu vas trop à moto, tu vas tomber malade, d'une manière ou d'une autre, hein, on prend conscience. Et aujourd'hui, par exemple, quand même on parle des motos électriques, tout ça, les batteries sont fabriquées à base du lithium. Et le lithium, comment est-ce que le lithium est fabriqué? Dans des entreprises, dans des industries, voilà, qui continuent à polluer en fait. Voilà, raison pour laquelle, oui, c'est bien. Mais, par exemple, dans certaines communautés où il n'y a même pas le courant électrique, comment charger ces batteries et ces motos aussi ont une certaine distance à faire et puis elles se déchargent. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de personnes voilà, ne sont pas tellement, voilà, ne s'adonnent pas, ne se permettent pas tellement d'acheter ces motos. Et c'est aussi ça. Mais j'ai vraiment compris ce que vous avez dit et ce sont de très belles idées. Et je pense que comme ça, vous commencez par devenir des acteurs clés, voilà, qui peuvent devenir des agents au maire, hein, entre griffes, quand il s'agit de l'approche communautaire. Donc, mon frère Graciano, merci. Je pense que je vais évoluer un peu avant qu'on ne prenne voilà, d'autres Non, intervenants, s'il non, te plaît. oh, d'accord, je vois Monsieur Kito qui a levé la main quand même, mais si tu permets très rapidement, on va Ok, lui accorder d'accord. une minute Ok, pour poser d'accord. sa Oui, question avant d'évoluer. d'accord, Monsieur d'accord. Kito? Oui, Monsieur Kito, allez-y. On ne vous entend pas, Monsieur Kito. S'il n'est pas là, moi je peux intervenir. Oui, allez-y, Monsieur Sankara, allez-y. D'accord. Euh, Merci beaucoup pour la parole et merci au présentateur pour cette brillante présentation. Bon, je sais quelques commentaires et des apports en même temps. Il avait posé la question, la contribution des agents de santé et quant à l'éducation, à la résilience climatique. En tout cas, moi je pense que c'est vraiment une question pertinente qui est vraiment d'actualité. Mm. Parce que dans notre contexte, lorsque nous, agents de santé, la plupart du temps, lorsqu'on reçoit les patients, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect clinique qui est devant nous. C'est-à-dire, on interroge le patient, on fait le diagnostic, on fait le traitement, point. On ne cherche pas à comprendre l'environnement du malade, alors que généralement, la plupart du temps, les patients qui viennent,
les problèmes sont plus ou moins directement liés à leur cadre de vie, leur façon de vivre. Donc, en ce sens, il va falloir que nous, agents de santé, s'impliquent davantage dans la sensibilisation lors de la prise en charge de nos patients dans les hôpitaux, en échangeant avec eux sur les questions de climat qui pourraient influer sur leur santé et les actions qu'ils peuvent mener, voilà, pour participer à la résilience climatique. Donc, en dehors de ces petites sensibilisations dans les hôpitaux directement avec les patients, actuellement, je prends le cas par exemple du Burkina Faso, les agents de santé sont de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux, notamment à travers des pages Facebook que chacun a créées. Il essaie de faire des sensibilisations et on voit qu'au fur et à mesure, les gens abordent vraiment les questions liées à la question de la santé publique. Et ces vidéos passent, par exemple, généralement même dans les canaux de diffusion officielle tels que les radios et puis la télévision nationale, où on interroge, par exemple, les professionnels de santé, et les gynécologues, les pédiatres, les infectiologues, sur des questions en lien avec le climat, et la santé et les actions qu'il faut mener pour préserver le climat. L'autre aspect également, c'est par rapport aux constructions. Bon, vous savez, moi, je pense que sur cet aspect-là, je pense qu'il y a, à mon avis, il y a certains experts qui ne prennent pas la place qu'ils devaient prendre, ou bien on ne laisse pas prendre cette place. Par exemple, la question de la construction des maisons, moi, c'est à l'université que moi j'ai su que la question de l'urbanisation même relève beaucoup de la santé publique. On a tantôt parlé des fenêtres vitrées et tout ça. Mais le problème est que combien de décideurs, ça veut dire ceux qui sont en tête des questions de l'urbanisation, combien de décideurs savent que la question de la construction et comment il faut agencer, combien de personnes savent qu'il y a des enjeux sanitaires, sinon de climat derrière. Donc, à ce niveau, je pense que c'est aux experts également de s'exprimer davantage afin de pouvoir occuper la place qu'il faut pour pouvoir influer sur ces questions-là. Et en même temps, je me dis que, par exemple, le cas du Burkina Faso, les gens mettent les fenêtres vitrées, pas forcément, et c'est vrai qu'il y a la question du luxe qui est là, mais dans notre contexte également, il y a des périodes où si tu vis dans une maison qui n'est pas vitrée, la poussière va te dégoûter. Et donc, en même temps, il y a des maladies respiratoires qui vont s'en suivre, tout ça. Donc, ce qui fait que, bon, cette question est un peu très difficile. Quant aux actions par rapport aux décideurs qui pourraient prendre des initiatives pour participer à la résilience climatique, moi, j'ai apprécié les actions, par exemple, de notre gouvernement sur cette question. Et par exemple, dans notre pays, on a interdit, par exemple, l'importation, on a complètement interdit l'importation des sachets plastiques qui contribuent à dégrader vraiment l'environnement, qui fait que au niveau agricole, on commençait à s'inquiéter. Mais actuellement, les sachets plastiques sont interdits sur toute l'étendue du territoire. C'est la même chose avec, pour celui qui connaît Ouagadougou. Ouagadougou, c'est la capitale des deux roues. Mais avec les autorités actuelles qui sont arrivées avec une nouvelle dynamique, ils ont mis en place les transports en commun. Et partout dans les grandes villes, il y a des bus. Ce qui fait qu'à Ouagadougou, ici, il y a des fonctionnaires même qui quittent Ouagadougou pour aller travailler dans les petites villes à 30-40 km de Ouagadougou, mais ils utilisent le bus. Donc, bon, c'est vrai que le bus contribue également à la pollution de l'environnement, mais moindre par rapport à si chacun allait utiliser son moyen de déplacement. C'est la même chose avec les reboisements à grande échelle qui se font chaque année, notamment avec, même au niveau des élèves, parce que il y a eu quelque chose qu'ils ont mis en place, ce qu'ils ont appelé l'immersion patriotique, où à la fin de l'année, on récupère les enfants qui ont composé le bac et le BPC pour qu'ils viennent dans les grandes villes pour faire un mois d'éducation sur les valeurs africaines, les valeurs du vivre ensemble. Et en même temps, les questions du climat sont ressorties sur ces genres de formation-là également. Donc, c'est des initiatives, en tout cas, au niveau politique, qui contribuent à la résilience climatique. Donc,
Très C'est ce bien, que je très voulais bien. ajouter. Donc, merci bien. Merci, Monsieur Sankara, pour cette intervention qui nous donne donc des exemples concrets d'initiatives locales qui peuvent être mises en place pour donc faire face réellement à ce défi, à ce challenge du siècle actuellement. Je vais laisser la parole au docteur Eric pour poursuivre sur les interventions. Après, on va Oui, donner la parole à Madame Kadi. voilà. Oui. Oui, oui, je remercie vraiment mon collègue, M. Sankara. Hein. Merci, merci pour ton intervention. Voilà. Donc, dans le cadre toujours de l'approche communautaire, voilà, on a besoin de rendre indépendant, c'est-à-dire autonomisation locale. On doit rendre indépendant sur le plan financier nos communautés. Et j'ai mis autonomisation locale, entre parenthèses, petit projet vert. On ne peut pas parler de résilience sans parler de moyens financiers. Donc aujourd'hui, quand nous voulons que nos communautés deviennent plus résilientes, on doit en même temps penser à comment faire pour qu'ils aient un peu d'argent. Mais grâce à quoi? À de petits projets verts. Ça veut dire qu'au même moment, ils gagnent de l'argent, mais au même moment, ils dégradent moins l'environnement et au même moment, ils protègent plus l'environnement. Donc, quel est le but de l'autonomisation locale? C'est pour renforcer la résilience des communautés en valorisant les ressources locales. Très bien. Pour créer des revenus durables. Et ces initiatives permettent de lutter contre la pauvreté tout en préservant l'environnement, les ressources locales. Voilà. Et donc, j'ai mis quelques exemples de petits projets verts. Je sais que vous avez tellement des exemples dans vos pays. Hein. Par exemple, la valorisation des déchets verts, transformation des déchets organiques en énergie de cuisson, biogaz, briquettes, par exemple à Panto Nouveau au Bénin, pour assainir la ville tout en créant de l'emploi. Donc, agriculture durable et apiculture, formation à la conservation des fruits et légumes et développement de l'apiculture. Voilà, j'ai vu un exemple dans la région du lac Fruity pour assurer la sécurité alimentaire et augmenter les revenus. Et voilà, et dans l'autonomisation, pour les communautés qui vivent par exemple au bord des cours d'eau, ils peuvent penser par exemple à la plantation des mangroves. Ce sont des projets communautaires pour restaurer les écosystèmes côtiers. Et vous savez que les poissons font souvent des mangroves leur lieu de production. Et souvent gérés par les jeunes, permettant d'allier protection climatique et création d'emplois. Parce que déjà, voilà, pas la mangrove, et quand ils protègent le mangrove, ça sert en même temps d'un écosystème voilà, qui peut être visité par les scientifiques, mais en même temps, voilà, déjà, quand on parle de visite, ça veut dire que c'est un genre de tourisme, et quand ils viennent, ce sont les jeunes qui prennent devant pour leur montrer, et la plupart ou bien les communautés qui sont au bord des cours d'eau sont des pêcheurs. Donc, ces mangroves permettent à la reproduction des poissons, voilà, et la vente de ces poissons sont déjà des sources de revenus. Et maintenant, quels sont les mécanismes, voilà, quelques mécanismes d'autonomisation? J'ai parlé de l'inclusion financière féminine, c'est-à-dire que soutien à des petites productrices agro-pastorales via des mécanismes de microfinance, leur donnant accès au crédit à des formations. Vous savez, c'est l'un des problèmes auxquels est confronté l'agriculture dans nos pays. Ça veut dire c'est eux qui sont plus sujets aux effets des changements climatiques. Mais aujourd'hui, par exemple, on parle d'assurance. On dit qu'on n'a qu'à assurer les agriculteurs. Et là, ce sont des projets qui traînent, mais je pense que c'est important. Donc, ça veut dire que les financer, leur donner de petits projets. Et puis, il y a aussi des associations villageoises d'épargne et de crédit. C'est-à-dire ce sont des groupes qui s'organisent, des groupes de 15-30 personnes, et qui permettent aux membres d'épargner et d'accéder à des prêts pour lancer des activités génératives de revenus vers, par exemple, au nord du Togo, ce sont des femmes
voilà, qui exploitent le karité, par exemple, ou bien les noix d'acajou. Donc, elles sont ensemble, elles épargnent et voilà, et elles arrivent peut-être à obtenir de petits crédits pour faire leur propre champ. D'accord. Et voilà, on peut aussi faire des subventions directes, c'est-à-dire financement direct de projets communautaires. Par exemple, pour la conservation de la biodiversité, la gestion des terres et énergie renouvelable. Aujourd'hui, quand on parle d'énergie renouvelable, bon, je ne sais pas si ce que je vais dire est vrai ou pas, hein, mais c'est comme les panneaux solaires coûtent moins cher, voilà, au Burkina, au Togo, bien au Mali, bon, je ne sais pas. Là, c'est une remarque que j'ai faite parce que j'ai eu quand même la chance de voyager vers le Burkina. Donc, je me suis rendu compte que les panneaux solaires, voilà, et tu vois dans presque toutes les maisons, voilà, sur les toits des maisons, surtout dans les coins reculés, voilà, il y a les panneaux solaires sur les toits. Mais ce qui n'est pas, voilà, ce qui n'est pas aussi visible chez nous ici au Togo. Et même quand tu demandes le prix, moi, j'ai eu à, à, a enseigné à Djouanza, une localité voilà, du Mali qui est située à près de 800 km de Bamako. Nous arrivons à suivre la télé avec les panneaux solaires. Donc, on a des panneaux solaires avec une batterie et un convertisseur et on suit la télé. Mais bon, depuis que je suis revenu au Togo, bon, j'ai essayé, mais voilà, je n'ai pas pu. Et donc, il y a aussi la formation, l'éducation. Parce que vous savez, avant de donner du capital à quelqu'un, il faut l'aider, il faut lui montrer voilà, comment gérer, comment investir, voilà, comment tourner sur le capital. Donc, dans ce cadre, donc des ateliers pratiques doivent être organisés par des municipalités ou associations pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et former aux techniques de production durable. C'est ça, production durable. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, dans certaines communautés, elles-mêmes, on parle de forêt communautaire. Ça veut dire, c'est elles-mêmes qui prennent soin de la forêt. Et dans ces forêts, vous pouvez avoir des espèces d'oiseaux rares, ou bien voilà, avec une flore, une faune, voilà, bien diversifiée. Et chaque fois, voilà, et ces forêts peuvent être source de tourisme, ou bien, voilà, de temps en temps, il y a des branches qui sont coupées, ou bien déjà, voilà, les jeunes qui prennent soin, voilà, et les revenus tirés, voilà, de la visite servent, par exemple, à faire de petits projets dans la communauté. Mais je ne sais pas, hein, des fois, et c'est là aussi, vous allez entendre que l'État dit, OK, demande à cet agriculteur de leur céder ou bien de planter des arbres voilà, sur sa parcelle. Et au moment de l'exploitation de ces arbres, ça devient un problème. Et le gars dit que, voilà, au début, on ne lui a pas expliqué que quand il va céder ou bien quand il va utiliser ses parcelles pour planter des arbres, pour couper après, on lui demande des permissions, tout ça. Donc ça aussi, c'est un obstacle. Voilà. Mais ici, ce que nous voulons dire, c'est qu'on aide quand même les communautés à avoir le petit projet vert, comme je l'ai dit, des forêts communautaires, par exemple. Et quels sont les acteurs et les enjeux dans l'autorisation locale? Donc, l'accent est ici mis encore sur les jeunes et les femmes, qui sont les cibles prioritaires pour la transition verte afin d'augmenter leur employabilité dans l'économie durable. Voilà, mangrove et zéro déchet. S'il vous plaît, les hommes, ne me demandez pas pourquoi vous n'êtes pas ici. Hein. Bah, déjà, quand on parle de jeunes, il y a les deux sexes. Voilà. Et le rôle des collectivités, c'est que doivent accompagner techniquement et financièrement les acteurs locaux par les municipalités pour le développement de l'autoconsommation énergétique. C'est ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, c'est la consommation énergétique, c'est-à-dire c'est la cuisson qui fait qu'on détruit ou bien on abat tellement les arbres. Donc, comment faire voilà, pour réduire, pour limiter ça? OK.
donc dans la reconnaissance des savoirs locaux, dans l'autonomisation locale. C'est-à-dire que l'implication des peuples autochtones et des communautés locales dans la gestion des forêts et des ressources avec un objectif de canalisation de financement directement vers eux. C'est ça aussi un autre problème que nous avons. On sensibilise les gens, on leur dit, voilà, venez faire, que quand vous faites que l'argent ou bien voilà, le revenu va servir au développement de la communauté. C'est après tout que la population se rend compte que ils ont pris le temps voilà, de gérer les ressources, mais ils n'ont pas de retombées, comme l'a souligné mon frère Graciano, qui a parlé des communautés qui sont dans les zones minières, par exemple, voilà, où on exploite. Et après, vous voyez que ce sont ces zones qui sont les moins développées. Il n'y a même pas d'eau, il n'y a même pas de centre de santé, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route. Voilà. Donc, quand on dit que les populations soient impliquées, qu'à la fin, qu'ils se rendent compte que les financements ou bien les revenus sont canalisés directement vers eux. Mon frère Graciano, est-ce qu'il y a un commentaire ou bien je continue? Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Il n'y a pas de main Voilà. levée non Donc, plus. merci. Donc, maintenant, je vais aborder l'intégration des savoirs autochtones dans la résilience climatique. On doit prendre en compte les savoirs autochtones. Et son but, c'est de renforcer l'intégration, la résilience climatique en santé en combinant des observations écologiques ancestrales aux approches modernes. Je suis sûr qu'il y a eu très longtemps cette bataille, mais c'est comme maintenant, bon, je ne sais pas, hein, comme il y a les professionnels de santé, c'est comme maintenant, voilà, vous arrivez à vous entendre avec voilà, les connaissances ancestrales. Ces connaissances holistiques permettent d'identifier les risques, d'adapter les systèmes alimentaires et de protéger la biodiversité, cruciale pour la santé communautaire face au changement climatique. Et quels sont les points clés de l'intégration? C'est adaptation au niveau local. Les savoirs autochtones incluent des indicateurs biophysiques, comportement animal, plante, pour anticiper le temps et gérer les ressources. Par exemple, dans une communauté qui se trouve au bord du fleuve Mono au Togo, ils disent que quand les fourmis quittent le cours d'eau vers la terre sèche, ça veut dire que cette année, il va y avoir inondation. C'est ça. Donc, pour eux, c'est un indicateur, ça. Et je ne sais pas, un participant a dit aussi qu'ils observent aussi certains oiseaux qui font leur nid et quand le niveau est élevé, voilà, c'est comme, voilà, il en a parlé hier. Et donc, dans l'intégration, c'est quoi? On parle d'approche holistique, c'est-à-dire la santé est comprise comme l'équilibre entre les humains et les terres et les écosystèmes, offrant une gestion durable de l'environnement. Donc, la santé étant, voilà, très holistique. Et la santé, comme l'a dit mon frère Sankara, ce n'est pas clinique. Voilà. On doit aussi prendre en compte les savoirs autochtones. Et la coproduction du savoir, c'est-à-dire l'établissement de cadres collaboratifs comme le modèle, c'est-à-dire vision à deux. On prend les deux. C'est-à-dire que je dis, ce sont quelques avantages à prendre en compte les savoirs autochtones. Voilà. Ou bien pourquoi les intégrer en fait. Permet d'allier la science occidentale au système de savoir autochtone, favorisant l'acceptation et l'efficacité des mesures d'adaptation. Donc, renforcement de la résilience, des pratiques telles que la gestion de l'eau, l'agroécologie et la préparation aux catastrophes sont adaptées au contexte. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez en compte les savoirs autochtones, donc, eux aussi, c'est que l'intégration ou bien les pratiques autochtones, par exemple dans la gestion de l'eau ou bien dans l'agroécologie,
sont adaptés au contexte. Ça veut dire que c'est comme, c'est eux, voilà, ils te disent que, voilà, comme je l'ai dit, ils te disent que, voilà, c'est quand les fourmis quittent, voilà, l'eau vers ici, voilà, ça veut dire qu'il y a inondation. Donc, ça veut dire qu'en même temps, ça, c'est un signe qui permet de développer, quoi, une adaptation qui soit propice, voilà, à leur contexte, en fait. Donc, la politique adaptée, l'intégration des savoirs autochtones dans les politiques de santé publique est nécessaire pour garantir des mesures équitables et respectueuses. Je suis en train de donner les raisons, bien les quelques raisons pour lesquelles nous devons intégrer les savoirs autochtones dans la résilience climatique en santé. Et j'ai parlé d'exemples d'actions concrètes. Par exemple, l'utilisation de ces connaissances, comme le souligne le programme sur le changement climatique et l'adaptation du Canada, est crucial pour réduire les impacts des changements climatiques. Et l'importance de ces savoirs est reconnue par le Conseil économique et social des Nations Unies. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que on doit aussi prendre en compte les savoirs autochtones dans la résilience. C'est vrai, peut-être que le changement climatique aujourd'hui est détecté, voilà, par des simulations scientifiques, mais quand il s'agit de la résilience, il faut aussi prendre en compte les savoirs autochtones. Voilà. Mon frère Graciano, je continue. Oui, docteur Eric, oui, bien sûr. Il n'y a pas de main levée pour le moment. J'ai appris en tant que monsieur Eric avait levé la main. Je ne sais pas si Eric veut. C'est un autre Eric, certainement, hein, pas toi. Un autre Eric, certainement. Donc, je ne sais pas si Eric veut prendre la parole, mais sinon, on peut évoluer. OK. Donc, mon module est subdivisé en deux chapitres et le chapitre 2 abordera une intervention adaptée, promotion de la santé et de l'environnement. Voilà. Comment on peut promouvoir la santé et l'environnement. C'est-à-dire que je reviens sur ce que mon frère Sankara a dit. Pas seulement traiter, voilà, pas seulement se focaliser sur l'aspect clinique, mais aussi sur l'environnement. Donc, la promotion de la santé et de l'environnement est une approche intégrée qui vise à améliorer le bien-être humain en agissant sur les facteurs environnementaux, sociaux et comportementaux. C'est-à-dire qu'elle repose sur des interventions locales et adaptées au contexte communautaire, comme l'illustrent des initiatives de transition écologique et les projets de santé planétaire. Voilà. Donc, je reviens. Une manière de promouvoir la santé et l'environnement, c'est la mobilité douce et santé active. Qu'est-ce que ça veut dire? Son objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en augmentant l'activité physique par quoi? L'aménagement du territoire. C'est-à-dire création d'infrastructures sûres. C'est ça aussi le problème. Si tu ne sais pas ici, à Lomé, tu dis que tu veux aller à vélo. C'est-à-dire que c'est le plus grand risque que tu puisses courir ça. C'est-à-dire que même tu ne représentes rien pour le cas de la moto, ni pour le cas de la voiture. C'est comme quand tu es sur vélo, pourquoi? Tu es tellement vulnérable. Pour y remédier, on doit faire quoi? On doit créer des pistes cyclables et des voies piétonnes pour faciliter la marche et le vélo au quotidien. Donc, encouragement, en faisant quoi? La mise en place de groupes de marche encadrés par des professionnels, voilà, les infirmiers. C'est ça. Donc, les infrastructures, c'est-à-dire augmentation du nombre de garages à vélo dans les lieux publics et les maisons de santé. Bon, je ne sais pas, voilà, par exemple, en Europe, tout ça, ou bien en Allemagne, vous allez voir qu'il y a des vélos publics qui sont garés. Ça veut dire que tu vas, tu paies et tu prends le vélo, tu vas faire tes courses avec et tu viens garer ça. Voilà. Donc maintenant, je parle de l'alimentation locale et saine. Son intervention vise à connecter les consommateurs aux producteurs locaux pour garantir une alimentation saine et durable en faisant quoi? Par la consommation locale.
c'est-à-dire que développement de projets consommés local, comme Health in the Bossa Lomé, pour promouvoir des repas à base de produits togolais. En fait, alimentation locale et saine. Bon, aujourd'hui, on dit que on veut manger bio. Bon, manger bio. Moi, je dis, hein, chacun peut quand même avoir un petit jardin à la maison. On n'a plus besoin, on n'a pas besoin de parcelles. Je sais que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont experts dans ça, hein. Vous prenez les bidons ou bien même nos sachets là qu'on appelle bafana. Vous les trouez, vous pouvez faire votre adémé, votre goma, votre piment, et sans dégrader l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, bon, si tu veux faire même petit adémé quelque part, parce que tu ne veux pas sarcler, tu es obligé d'utiliser quoi, herbicide. Alors que si c'est à la maison, dans un bidon, dans un petit bidon, bien dans un sac, chaud plastique, voilà, que vous n'utilisez plus tout ça, c'est à la maison. Là, on n'a plus besoin de dégrader l'environnement. Et d'une manière ou d'une autre, vous mangez bio. La restauration collective, introduction de produits de qualité et durable, bio, locaux, dans les cantines scolaires et publiques. Avant, quand nous, on était au cours primaire, on avait notre jardin. Ou bien, voilà, chaque classe avait ses planches. Donc, on a des jardins scolaires. Et je pense que c'est avec ça qu'on faisait TM, travaux manuels, les vendredis soirs. Donc, les vendredis soirs, vous allez, et voilà, comment sarcler. Si c'est à demain, vous allez faire Bouma, Olé, les Pumisos, tout ça. Et quand c'est bien développé, nous, on vendait ça. Ou bien, voilà, les enseignants menaient ça à la maison. Aujourd'hui, où on veut promouvoir les cantines scolaires, est-ce qu'on ne peut pas commencer par penser à ça, où les écoles ont leur propre jardin, et ça aussi, ça contribue en même temps quoi, à la santé de nos enfants. Donc, agriculture urbaine, dans l'alimentation locale et saine, valorisation des espaces verts en jardin potager et partagé pour l'éducation nutritionnelle. Comme je l'ai dit, même en ville, par exemple, chacun peut avoir son jardin à la maison. Même si tu as mis carreaux partout à la maison, là, il suffit de trouver des sacs en plastique, des seaux en plastique, ou bien des bidons jaunes là. Tu coupes en deux et tu mets du fumier. Et toi-même, tu peux faire de la tomate. Voilà, tu peux faire ce que tu veux. Donc, réduction et gestion des déchets, ça, c'est un grand problème, ça. C'est-à-dire réduire l'impact environnemental des déchets pour protéger la santé, notamment en diminuant l'usage du plastique. Je suis très content de ce que mon frère, le Burkinabé, a dit. Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, au Burkina ou bien à Ouaga, on ne va plus voir des sachets. C'est très bon. Donc, la gestion communautaire, c'est de quoi? C'est de mettre en place des politiques locales de gestion des déchets, incluant la collecte et le recyclage des déchets organiques et plastiques. Aujourd'hui, il y a des ONG, des groupes de femmes qui transforment les sachets de Pure Water. Voilà, soit ils font des sacs avec, ils font des choses avec. Et c'est bon. Et par rapport à la valorisation, c'est quoi? C'est la transformation des déchets plastiques collectés en pavés écologiques pour l'aménagement urbain. Voilà, ça veut dire qu'on valorise les déchets et ça contribue à l'économie circulaire, c'est-à-dire la promotion de la réparation, du compostage des déchets de cuisine et de l'achat en vrac pour limiter les emballages. Voilà, comme je l'ai dit, on peut dire que dans les marchés, si toi-même, tu ne prends pas de sac, même pas sac en plastique, hein, un sac, par exemple, voilà, un sac fait à base de matériaux biodégradables, quand tu vas au marché, c'est-à-dire que ce que tu iras acheter là, tu vas prendre ça dans les mains. C'est-à-dire qu'on ne va plus te donner les articles dans un sachet. Non, il n'y en a pas.
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes habitués. Tu vois quelqu'un qui dit qu'il va au marché, mais il va les mettre vite. Parce qu'il sait qu'une fois arrivé au marché, on va lui donner les sachets noirs. Promotion de la santé environnementale. Il s'agit de quoi? De sensibiliser la population à l'impact de l'environnement sur la santé, RO polluant. C'est par éducation. On l'avait déjà dit, campagne de sensibilisation sur les co-bénéfices des actions environnementales, santé plus environnement. Voilà, dit à nos populations que si l'environnement dans lequel tu vis est pollué là, tu seras malade. Donc, les soins durables, c'est du déploiement de pratiques éco-responsables dans les structures de soins, hôpitaux et cabinets. Donc, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez les patients, pour leur dire que voilà, est-ce que tu jettes les eaux usées? Voilà, comment tu fais? Aujourd'hui, on se rend compte que même les flytos ou bien les, je sais pas, les mosquitos ne luttent ne tuent plus les moustiques. Parce qu'on a tellement utilisé les insecticides dans les champs qu'ils ont développé une résistance. Donc, notez bien, ces actions nécessitent une collaboration intersectorielle. Santé, urbanisme, comme l'a dit l'un de nos intervenants, agriculture et une forte implication des acteurs locaux pour être pérennes. Mon frère Graciano? Oui, Allô? cher Eric, Voilà. je suis là, je suis là. Voici quelques éléments que j'ai relevés. Voilà, quand il s'agissant de la promotion de la santé et de Oui. l'environnement. Oui, Voilà. tout à fait, tout à fait. Et je pense que vous avez dit juste, tous ces éléments-là, c'est important. Et je ne pense pas qu'il y ait une seule personne ici, un participant ici qui puisse dire le contraire. Je vois Monsieur Modro qui a levé la main, à qui je veux bien donner la parole. Monsieur Modro, allez-y. Mais après ça, il y a Docteur Sonninam Chereso qui est caché quelque part et qui ne dit rien depuis un moment. Il passe sous-marin en fait. Donc après, on va le chercher, il va dire un mot. Voilà, chez Modro, je te laisse la C'est parole. grâce. Oui, Bonsoir, bonsoir, cher Graciano. oui, chez Modro. Norbert, allez-y. Oui. Bonsoir, docteur Komlaga. J'ai écouté ou bien j'ai suivi avec, je sais pas comment le dire, une grande joie la présentation. Les interventions des uns et des autres me sont allées tout droit au cœur. Et je sais pas, il faut me présenter. Je suis Norbert, je suis agent de la santé publique et je ne peux que me réjouir de cette formation. Mais j'ai quelques commentaires et une question. D'abord pour la base, comment est-ce qu'il faut s'organiser à la base? Déjà, dès le cours primaire, le docteur en a parlé, ils avaient des jardins. Aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'il ne faut pas... J'ai l'impression que la chose du jardinage et tout, c'est devenu facultatif, ou bien c'est facultatif. Est-ce qu'il ne faut pas le rendre obligatoire? Aujourd'hui, une élève ou un élève au cours primaire doit avoir une matière obligatoire une élève doit avoir la responsabilité de planter un arbre et de l'arroser jusqu'à ce que ça me grandisse. Et il faut que ça soit noté. Parce que ça se faisait avant, où vous montrez votre arbre que vous avez planté et que le professeur note ce que vous avez fait. Je pense que c'est vraiment important. Parce qu'à un moment donné, au Togo, je pense que c'est en classe de première où le gouvernement a rendu obligatoire le cours d'ECM, éducation civique et morale. Parce que Voilà. dans les suivis, il y avait beaucoup de, comment le dire, l'incivisme augmentait de trop et il faut responsabiliser ou rendre obligatoire le cours d'éducation civique et morale. Donc, je pense que c'est un peu la même chose ici. Maintenant, pour ma question envers notre expert, si
comment le docteur Esso est connecté, je pense. C'est une question que j'aimerais adresser aux professionnels du climat, surtout sur le plan universitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, comment le dire, une note sérieuse ou une approche envers le ministère de la Santé, tout comme de l'Éducation, est en cours pour pouvoir intégrer le changement climatique dès le bas âge. Parce que nous le disons, mais je ne vois personne qui prenne le devant pour dire voilà ce que nous nous proposons. Est-ce que sur le plan universitaire, au niveau des experts aujourd'hui, quelque chose de sérieux se fait pour pouvoir présenter ça aux premiers décideurs? Voilà un peu ma question. Merci beaucoup. Très, très bien. Merci, cher Norbert. Et avant même de laisser la parole au docteur Eric et docteur Essor, je dirais tout simplement que avant même d'en arriver là, d'aller vers les ministères, je pense très bien que pour les actions de plaidoyer, il y a lieu de commencer quelque chose. De commencer par démontrer certains petits résultats Merci, pour Graciano. convaincre, pour convaincre donc les autorités que nous avons initié ceci sans vous. Imaginez que vous soyez impliqués, ce que cela donnerait. Et ça donne un effet multiplicateur lorsqu'il s'agit donc de prendre des décisions. Mais voilà, juste une piste et je vais laisser la parole au docteur Eric et puis au docteur Isso pour revenir sur la question. Cher Eric, pour commencer. Docteur, non, s'il te plaît, docteur. Depuis hier, j'ai voulu entendre sa voix, mais il ne parle pas. Graciano, Il est s'il te plaît, faut caché. le oui, oui. Ok, Docteur, sort. cher Isso, est-ce que tu es là? Il doit être là. Bonsoir pour le monde. Je suis là, mais malheureusement, je suis en circulation. Ah, tu es en circulation. Non, non, on ne peut pas t'entendre comme ça. Mais là, c'est bon. On t'a entendu un peu, ça va. Donc, on va revenir chez docteur Eric. Voilà. Eh, mon très cher Graciano, là, c'est une question. Tu m'as eu, hein? Là, sans te mentir, tu m'as eu. Parce que je ne vais pas te tromper, hein, je ne vais pas te tromper. Nous-mêmes, la fois dernière, on y pensait parce qu'on se dit voilà, que nous sommes à de Huascar, changement climatique. Mais qu'est-ce que nous faisons? Ça, je ne vais pas te tromper, hein. Je ne vais pas te tromper. Par exemple, moi-même individuellement, je pourrais quand même, ou bien voilà, s'approcher peut-être des directeurs. Je ne sais, je ne vois pas si maintenant, par exemple, j'apporte 100 plans à une école primaire et je leur dis, faites-les planter par les élèves. Je ne suis pas sûr que le directeur va refuser. Alors que présentement, nous avons un centre à Davier, voilà, qui donne gratuitement les plans. Voilà, donc sans te mentir, hein, bon, je ne sais pas, même moi à mon niveau, je ne fais rien. Donc je pense que oui, oui, ça, je ne vais pas mentir. Et c'est le lieu, c'est le lieu de là, Cher ce que tu as. Norbert. Ah, ok, voilà. Il a tout compris. Mais bon, en attendant, il y a Monsieur Keto qui a levé la main. On va lui donner la parole, peut-être qu'il a aussi des éléments de réponse. D'accord. Oui, Monsieur Keto. Ah, Monsieur Keto, on vous avait donné la parole entre-temps, mais vous n'avez pas parlé, ou plutôt vous parlez, mais on ne vous entend pas. Donc, il y a toujours ce problème-là qui est là. Vous avez S'il vous activé plaît. votre micro, mais on ne vous entend pas. Mon cher Graciano, Allô? vous avez Madame Allô? Nima, ok. Oui, allô? Vous m'écoutez maintenant? Oui, c'est bon maintenant, c'est bon. Oui, Oui, on vous allez-y. D'accord. écoute. Merci. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, docteur Komragan, pour votre brillante présentation. Et je voudrais rapidement faire un cas sur les entrepreneurs qui fabriquent les plastiques. Et est-ce que aujourd'hui quelque chose est fait ou bien une démarche, comme l'avait dit le président intervenant, une démarche sérieuse pour les interpeller par rapport au risque ou bien aux conséquences qu'ils induisent dans la communauté. Donc aujourd'hui à Lomé, c'est Piota qui est versé partout et tout le monde en fabrique dans sa maison. Est-ce que
une action est concrète est prise en leur envoi. Ma deuxième intervention vient au niveau de la, de la, des outils de construction euh, pour réduire les effets du climat, de la chaleur dont nous parlons ici et du construction avec les terres battues comme dans les temps anciens avec nos grands-parents. Aujourd'hui, nous fabriquons, ou bien nous produisons beaucoup d'ingénieurs, mais est-ce qu'il y a vraiment un, une incitation qui est donnée par rapport aux ingénieurs qui soutiennent dans les domaines écologiques, donc qui encouragent vraiment à mettre en avance l'utilisation des constructions des matériaux locaux, c'est-à-dire les terres battues pour fabriquer les briques stabilisées, pour les constructions dans les villes et tout. Puisque même dans les ministères, on voit toujours c'est les ciments qui sont montés, sans vraiment un aspect sur l'écologie. Et ma dernière question est de savoir, étant donné que la GIZ fait partie de cette belle organisation de formation qui nous donne beaucoup de lumière sur les obscurités qu'on avait hier, est-ce que la GIZ est disponible à accompagner certaines structures qui sont déjà engagées sur cette ligne? Parce que, par exemple, moi, je suis dans une association où on voudrait mettre en valeur la promotion ou bien d'abord la formation des maçons qui pourraient fabriquer les briques stabilisées et aussi construire. Donc, je ne sais pas s'il y a cette possibilité de collaboration suite à cette formation. Merci beaucoup. Eh bien, très bien, cher Kitor. Je pense que je vais laisser la parole au docteur Eric pour revenir sur les éléments de réponse aussi. Et je vous prie de garder votre micro allumé parce qu'il se peut que docteur Eric oublie certaines questions parce que moi-même, je n'ai pas eu le temps de noter. Voilà, pour lui rappeler rapidement. Voilà. Merci, merci, mon très cher Gracia. Je commence par sa dernière question. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un centre à l'Université de Lomé, Servida, centre de recherche sur les villes durables. Voilà, qui promeut voilà, la construction des habitations à base de nos matériaux locaux. Mais sans te mentir, nous nous sommes un peu renseignés et comme tu l'as dit, d'abord la fabrication des terres stabilisées, apparemment c'est comme ça coûte cher parce que ils ont besoin d'un type d'argile qu'il faut aller chercher quelque part et des machines pour les fabriquer. Donc c'est pourquoi je dis qu'en fait, comme j'avais parlé aujourd'hui de panneaux solaires, vous savez, nous, ici, nous ne sommes pas des décideurs, en fait. Et je pense qu'arrivé à un certain niveau, il va falloir, ou bien voilà, il va falloir que les décideurs, voilà, les décideurs prennent, ou bien, voilà, posent des actes qui puissent vraiment encourager la population à adopter certains comportements. Si aujourd'hui, vous-même, vous connaissez le salaire d'un fonctionnaire togolais qui, avec peut-être 50 000, peut faire plus de combien de briquets, mais et il dit qu'il va aller pour les terres stabilisées. Et même, comme tu l'as dit, les maçons, bien les gens qui construisent avec les terres stabilisées aussi doivent être formés. Donc, ça dit que tout ça, ça revient trop cher. C'est ce que je veux dire en fait. L'utilisation des tests stabilisés, tout ça devient très cher. Et ce qui fait que même quand nos ingénieurs sortent et ils produisent des documents qui montrent que voilà, les tests stabilisés, tout ça, voilà, sont plus, voilà, vont nous aider à lutter contre les effets de ces. C'est la pratique qui est difficile à cause de son coût élevé. Voilà, et c'est ça en fait. Et vous avez parlé des actions concrètes
par rapport aux importateurs de quoi. Non. En fait, moi, je vais dire ce que je sais. Par exemple, sur l'université de Lomé, il n'y a plus ça. Il n'y a plus de sachets. On a refusé ça. Et là, c'est pas toi-même, tu sais que c'est pourquoi on ne vend plus Pure Water. À l'université de Lomé, il n'y a plus Pure Water. On ne vend plus dans nos coins, il n'y a plus Pure Water. Donc, mais sur le plan national, bon, là, je ne sais pas, mais je pense que si c'est qu'il y avait une décision voilà, qui est prise, on devait l'arrêter. Mais c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que les plastiques noirs abondent plus sur les marchés. Et je pense que vous avez aussi parlé de l'ECM, ou bien, où on note les élèves, c'est ça? Mon frère Keketo. Oui, alors, Alors, oui. c'est un autre intervenant qui parlait de ECM à Ah, l'école, ok, faire le vous avez lien à votre première l'éducation. question. Hmm, votre première question Oui, était. ma première question était liée aux actions qui sont entreprises vis-à-vis des entrepreneurs producteurs de déchets plastiques. Bon, je ne pense pas, hein, je ne pense pas. Donc là, je ne pense pas parce que on continue pas à voir les plastiques sur les marchés. Bon, donc, ça veut dire que Voilà. des fois, vous savez, quand il y a quand les décisions sont prises et puis il n'y a pas de punition, ou bien voilà, c'est pas sévère, ça ne proporte pas. Alors, juste pour faire un break sur la dernière question de M. Keto, qui demandait à savoir si la GIZ avait un dispositif finalement pour accompagner les organisations, je ne sais pas moi, des PTME ou des PME qui veulent bien accompagner les maçons à pouvoir fabriquer des terrains, enfin, En des test. briques en terre stabilisées, etc. Je pense Oui. que c'est Dr. Esso qui saurait bien répondre à cette question parce que voilà, c'est lui qui vient directement de la GIZ, sauf si Dr. Erika a un élément de réponse à apporter dans ce sens-là. Mais là, Non, on va devoir attendre que Dr. Esso soit à destination pour revenir sur la question. Ou vous pouvez D'accord. aussi la poser dans le groupe, hein, étant donné que Dr. Esso est dans le groupe, comme ça, il pourra vous apporter un élément de réponse. Ouais. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Allô, Oui, cher ça. vous me recevez? Oui, 5 sur 5, oui. oui. Je vais m'attendre à la réunion finira avant que je fasse la discussion. Donc, Euh, pour revenir à la question de ce qui se fait au niveau stratégique pour intégrer des questions thématiques dans le cursus académique, je vais parler, vu que je suis sur un aspect climat, je vais parler de ce qui est en train de se faire actuellement. Nous sommes en collaboration avec le ministère de l'Éducation pour intégrer ces notions-là beaucoup plus sur les questions proches. Donc, pour ça, le ministère de l'Éducation a une part prenante dans cette discussion et le projet que je vais présenter votre fois par rapport au fonds vert pour commencer à partir de 2027, c'est un projet qui vise aussi cet aspect des choses au niveau de l'éducation. Mais de façon holistique, je pense qu'à nous seuls, on ne peut pas tout faire. Les responsables de santé, les RFS, les personnels de santé que vous êtes, vous avez aussi cette facilité à travers les projets, à travers vos sensibilisations, parce que dans la communauté, nous avons des enseignants, dans la communauté, nous avons des directeurs d'école qui écoutent aussi le message et il ne faudrait pas nécessairement que certaines actions viennent obligatoirement des partenaires ou des groupes. Mais en tant que directeur, vous pouvez déjà commencer avec des petites actions. Le premier juin, par exemple, c'est les élèves à penser dans des initiatives. Il y a aussi l'aspect de la société civile qu'on ne doit pas négliger parce que nous sommes présents dans la communauté et c'est aussi une force d'entrée
ces questions de reboisement dans les écoles de agro-bio et de l'agriculture biologique dans les écoles. Je me rappelle bien, en 2021, j'avais fait une collaboration avec des OSC où nous sommes partis à Notier, travailler avec les enfants, leur montrer comment se fait le reboisement, l'entretien. Et l'initiative, c'était d'estimer ceux qui pourront entretenir leur plan sur une longue durée. Et il y a de ces initiatives-là qui peuvent être. Maintenant, concernant la dernière question sur la GIZ d'appui des PME, la GIZ appuie des PME, mais pour le moment pas directement sur le secteur. Vu que mon projet, c'est un projet santé, on fait des choses avec la santé, mais directement, de façon générale, ceux qui sont dans le secteur agricole, il y a la partie secteur qui s'occupe de l'agriculture, qui appuie certains parties. Super, super. Alors, très bien. Merci, docteur Isso. Nous avons compris le déplacement et les contraintes avec le trafic routier et tout. Ça rend Donc, difficile. Je pense que chacun a un rôle à jouer. On ne peut pas forcément attendre que la décision dans nos... Ok, d'accord. Merci beaucoup, docteur Isso. Là, on ne vous reçoit plus très bien. Mais voilà, on va redonner la parole au docteur Eric. Peut-être il reste encore 15 minutes pour pouvoir profiter du reste du temps pour avancer sur... Je ne sais pas trop s'il y a d'autres présentations, docteur Eric. Ouais, ok, d'accord. Oui, je vais juste, voilà, comme résumé ou bien comme take-home, je voudrais juste montrer ceci aux participants. Voilà, je vais partager. Allô, cher Cristiano. Oui. Ok. Oui, Stanislas, je suis là. Oui. Ok, je disais, en attendant que Dr. Eric ne fasse sa présentation, il y a Madame Bangoura qui insistait à intervenir. Si on pouvait lui donner la parole. Oui. Depuis là, on n'a pas entendu de voix féminine. Oui. Ok, oui. Oui, allez-y. Allô, bonsoir à tout un chacun. Bonsoir, Madame Fatoumata. Allez-y, on vous entend. Allô, Madame Fatoumata? Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir, on vous reçoit. Allez-y. Vous allez bien, messieurs les chers maîtres? J'espère que vous allez bien. Oui, tout va bien ici. Je voudrais intervenir par rapport à la gestion des déchets là, des déchets plastiques. Nous, j'interviens du côté de la Guinée-Conakry. Donc, nous, il fait un moment, le gouvernement avait interdit l'utilisation des sachets là. Même l'eau sachet là, il fait un moment, il avait interdit l'utilisation des usines de produits de l'eau en sachet plastique. Mais chose qui n'a pas vraiment porté fruit. Donc, vraiment, c'est des choses vraiment... On souhaite, c'est les rues, il y a trop de déchets plastiques de notre côté ici. C'est un vrai problème écologique. Vraiment, si on a des partenaires ou bien des ONG qui pourront nous aider à transformer les déchets en engrais ou bien vraiment recycler certaines choses, ça va nous faire vraiment plaisir. C'est ça que je voudrais apporter, quoi. Merci à vous. Très bien, merci Madame Fatoumata. Je ne sais pas si, Dr. Eric, est-ce que tu as connaissance des organisations qui arrivent réellement à recycler les sachets plastiques, les déchets plastiques, à les transformer à quelque chose de plus concret et utile pour la société?
Oui, oui, oui. Là, bon, au moins, je suis sûr d'une. Voilà, c'est un groupement de femmes qui se trouve au niveau du port de pêche voilà, de Lomé. Et voilà, donc, ils transforment les déchets plastiques, soit en sac, en tout ça. À part ça, je n'en connais pas, mais je suis sûr que Docteur Ressort, voilà, il en connaîtra assez, hein. Ok, d'accord. Peut-être que l'idéal serait, si on a les contacts, les références de ces organisations, de Ok, pouvoir d'accord. partager avec Madame Fatoumata pour les Ok, mettre en contact. Si cette organisation est en capacité de partager son expérience avec d'autres organisations locales du côté de Conakry, ça va pouvoir aider donc le partage d'expérience, le partage de connaissances pour pouvoir lutter contre les déchets plastiques au niveau de Conakry aussi. ok, Voilà, donc je te d'accord. redonne la parole. Ouais. Ok, mon cher Graciela, est-ce que tu vois mon écran Pas partagé? encore, pas encore. Tu peux partager pendant ce temps. Peut-être que je vais donner la parole à Monsieur Idrissa qui nous vient de la Guinée. Peut-être qu'il a un élément de clarification aussi à apporter à Madame Fatoumata. Idrissa, chez Ok, Idrissa, merci vous pour la avez la parole, parole. Dr. Oui, Graciano. oui. Vous voyez ça? Bonsoir à tous. Bon. Moi, je pense que ce que ma chère Fatma t'a dit est effectivement une réalité en République de Guinée, ce qui concerne aujourd'hui la gestion des déchets dans sa globalité, et plus spécifiquement ici la gestion des déchets plastiques, les polyéthylènes. Le problème qui est là, c'est que c'est un problème d'abord qui est structurel. C'est l'État lui-même d'abord qui est absent dans la gestion des déchets plastiques. Donc, pour pouvoir trouver solution à ça, il va falloir que l'État mette des mécanismes en place. Aujourd'hui, seul, je pense même pas, même si même l'État, si l'État connaît le nombre d'entreprises producteurs, par exemple, productrices des sachets d'eau plastique en Guinée. Mhm. Et cela fait que les déchets se retrouvent aujourd'hui même dans les campements. Donc, pour pouvoir trouver une solution à ça, il va falloir que l'État mette des mécanismes en place, recrute des ONG, les subventionne, mais aussi met des taxes sur ces entreprises productrices d'eau de boisson ou ces autres sachets plastiques et que ces ressources mobilisées soient utilisées pour la gestion des déchets. Mais chose qui ne se fait pas. Non seulement les entreprises ne payent pas les taxes correctement, et les taxes payées aussi ne sont pas redistribuées pour la gestion des déchets. Ce qui fait aujourd'hui, quand la pluie nous trouve à Conakry, on a vraiment du mal à marcher, on a du mal vraiment à rentrer à la maison si la pluie, Tout quand à la pluie se fait. trouve. Ouais, ouais. Donc, cher Fatmata, je pense bien, vous pouvez vous approcher aujourd'hui à l'une des entreprises qui a à Conakry qu'on appelle Tenkiso SA. C'est une entreprise qui évolue dans la gestion des déchets et la désinfection des locaux. Donc, D'accord. à titre d'exemple, l'entreprise là, par exemple, Evoli travaille généralement avec des entreprises, d'autres ONG de la place pour la gestion des déchets, D'accord. la transformation de ces déchets biométriques, déchets plastiques en des œuvres Mhm. d'art et autres. Ok. Nous, par exemple, moi qui vous parle, on a une entreprise de ça à Biskirima dans Dabola, si vous connaissez bien la Guinée. Oui, C'est un Dabola, frère qui a oui, une ça une c'est dans la vulgarisation. Qu'est-ce Haute-Guinée. qu'on Oui. fait? On Mm. transforme les pneus, les anciens pneus produits que le jeune produit à partir de son atelier de vulgarisation, on les transforme en sièges et autres meubles. Mm. Ça permet aussi de trouver aussi d'autres sources de revenus à travers Ouais. ces déchets qui doivent normalement se retrouver dans la nature. On les Mhm. transforme aujourd'hui en des meubles. Ouais, ouais. Merci. Très bien, merci chez Idrissa. Toujours intéressant. À chaque fois que vous prenez la parole pour intervenir, vous avez tellement de bonnes choses, des choses très riches à partager avec nous. Ça fait vraiment plaisir. Monsieur Sankara, on n'a pas assez de temps, mais je vous donne vraiment 1 minute et je mets le chrono. Monsieur Sankara? Oui, je peux parler. Oui, allez-y, mais je vous donne 1 minute et je mets le chrono. D'accord, je vais aller très rapidement. C'était des exemples D'accord. concrets par rapport au recyclage des sachets plastiques là. OK. Donc, je voudrais préciser que chez nous, les sachets qui sont interdits, c'est les sachets non biodégradables, c'est-à-dire les sachets qui restent pérennement, Mhm. qui pérennisent au niveau de l'environnement. Par contre, les sachets qui se dégradent, ça, c'est pas interdit. Et je viens à l'exemple, par exemple, chez nous, il y a des unités industrielles et des coopératives qui transforment, par exemple, les sachets d'eau
Et c'est-à-dire les sachets qu'on utilise, tout ce qui est plastique, que ce soit des sachets ou bien des bidons que la population utilise et puis jette, ça ne suffit même pas. Parce qu'il y a des enfants et des femmes qui courent derrière ça et qui ramassent ça pour vendre avec des unités de transformation. Et par exemple, l'unité de transformation, ça s'appelle, je pense que le nom c'est Zogos Group. Ils utilisent ces plastiques-là pour transformer ça en des petites granulés. Et ces granulés, ils les revendent maintenant avec des grandes unités, des grandes unités industrielles telles que Sofatra, qui va utiliser ces granulés-là pour produire peut-être des assiettes, des plats. Il y a une coopérative également qui utilise les sachets plastiques, tout ce qui est plastique, pour fabriquer des sièges, des petits plats et même des pavés qu'on peut mettre dans des cours comme les pavés classiques qu'on utilise avec du ciment. Donc, c'est des exemples concrets que je voulais présenter au niveau du recyclage des plastiques. Très bien, très bien. Merci, Monsieur Sankara. Donc, je redonne la parole au docteur Eric. Docteur Eric. Merci, mon cher Graciano. Tu vois pas présent mon écran? Oui, c'est bon. Oui. Voilà, donc je voudrais juste parler de l'apport d'un professionnel de la santé dans le plan communal de sauvegarde. Donc, juste dire à nos professionnels de santé qu'ils ont vraiment un rôle capital à jouer quand il s'agit de la résilience climatique en santé. Donc, leur rôle se situe à trois niveaux, hein, en phase de préparation. C'est-à-dire que avant la crise ou bien hors crise, ils doivent évaluer les risques. Et ça, vous voyez ici, ils disent qu'ils constituent un relais indispensable pour le maire lors d'une crise. Donc, mon cher Graciano, tu vois comment le professionnel de santé devient maintenant très capital et très important pour le développement de la communauté. Voilà. Tout à fait. Donc, pour évaluer les risques, il aide la municipalité à identifier les risques spécifiques pouvant impacter la santé publique. Donc, le recensement des personnes vulnérables, il apporte son expertise pour identifier dans l'annuaire communal de crise les personnes isolées, âgées ou dépendantes nécessitant une attention médicale particulière. Donc, il fait quoi? Il participe aux exercices en faisant quoi? En collaborant à la rédaction des fiches réflexes et participe aux exercices de simulation communaux. Voilà. Et maintenant, quand il y a la crise, le professionnel de santé peut faire quoi? Aide à la décision. C'est-à-dire qu'il intègre à la cellule de crise municipale, donc il est intégré en tant que conseiller technique. Il aide le maire à prendre les bonnes décisions sanitaires, par exemple, ouverture des salles climatisées, mesures d'hygiène, etc. Et il relaie l'information par les conseils sanitaires officiels auprès de sa patientèle et de la population, comme l'a déjà dit, voilà un intervenant. Donc maintenant, il continue les soins en organisant avec la municipalité la prise en charge des patients prioritaires et la sécurisation des traitements. Et maintenant, en post-crise, c'est le suivi sanitaire. Il participe au bilan des impacts de la crise sur la santé de la population et aider à adapter le PCS pour les événements futurs. Donc, c'est là quelques rôles que j'ai pu trouver. Voilà le rôle du professeur de santé dans l'élaboration du plan communal de sauvegarde. Merci. Très bien. Voilà, je ne sais pas si Dr. Eric a d'autres choses à présenter, mais le merci là, j'ai cru comprendre que c'est la fin de cette intervention. Oui. Et donc, nous disons infiniment merci au Dr. Eric d'avoir accepté de nous entretenir durant ces 2 jours, ces 2 sessions, où je vous invite à l'applaudir avec de chaudes mains d'applaudissements, s'il vous plaît. Dans le chat, vous avez le bouton réagir qui vous permet donc de pouvoir envoyer des applaudissements au docteur Eric. Je vous remercie. Vous aussi, chers participants et participantes. Merci à vous. Oui, vous le méritez, docteur Eric, vous le méritez. Aussi, même si tout l'écran peut être rempli d'applaudissements, on va envoyer, il n'y a pas de souci. Et vous aussi, participantes et participants, vous méritez de vous applaudir aussi pour votre participation parce que c'est vous qui avez rendu aussi dynamique et intéressante ces 2 sessions que nous avons eues avec le docteur Eric. Je pense que, comme nous l'avions dit au début, c'est vraiment un rendez-vous de donner et de recevoir.
un rendez-vous d'apprentissage mutuel et c'est ce que nous avons fait tout au long de ces 2 sessions de cette première semaine. Nous avons encore 3 sessions qui nous attendent au cours de cette semaine. Donc, on va se retrouver demain, mercredi, jeudi et puis vendredi pour clôturer en beauté ce parcours de formation. Donc, je ne sais pas, il y a Kadi qui avait levé la main entre-temps et qui a levé la main maintenant. Voilà, je vais lui donner la parole avant qu'on ne clore cette session. Cher Kadi, Bonsoir à tous, bonsoir Graciano, bonsoir bonsoir Docteur Kadi. Yao. Je dirais que c'est une fausse main parce que j'avais levé la main il y a une trentaine de minutes, mais comme Ah, le ok. temps était un peu court, on a dû arrêter les interventions et redonner la parole. Peut-être Ok. demain, je pourrais, comme il est l'heure de clôturer, demain, je pourrais rebondir sur mes préoccupations. Est-ce que vous pouvez pas y rebondir maintenant parce que demain ce sera en compagnie de Monsieur Hakim Ourou qui Ok. va aborder le nouveau C'était module. juste par rapport au système d'alerte précoce. Oui. Est-ce que ce système intègre dans ses composantes ce qu'on appelle le suivi et l'évaluation? Et si ça doit se faire, est-ce qu'on le fait de manière groupée ou bien c'est suivi et évalué sur chaque objectif ou indicateur? Et qui doit le faire? Docteur Eric. Merci Kadi. Oui. Docteur Ok, Eric. merci. D'accord. Vous savez, voilà, par exemple, par rapport à la balise que j'ai présentée, et les cours d'eau, ou bien le niveau de cours d'eau change au fil du temps. Ça veut dire que quand le lit est envasé, donc voilà, quand le lit est envasé, la contenance, ou bien, comment je vais dire, euh, voilà, la quantité d'eau que doit contenir voilà, le lit devient moindre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, avant, quand le niveau de l'eau atteint la couleur jaune, c'est seulement certaines maisons qui sont inondées. Mais après 1, 2 ou 3 ans, on remarque que non. Quand le niveau atteint la couleur jaune, voilà, les maisons inondées deviennent plus, et voilà, deviennent plus grandes, ou bien l'impact devient plus considérable. Donc, ça veut dire qu'on doit revoir, soit changer l'emplacement de la balise. Donc, c'est ça. C'est pourquoi, quand on parle, c'est pourquoi en fait, on a parlé du plan et de la planification basée sur les risques. Et j'avais dit hier que la planification n'est pas pérenne. Non, 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 non. C'est qu'on doit la suivre et, et l'ajuster, voilà, selon l'impact des risques. Et ceci, on a aussi parlé du comité de veille. Et quand on parle donc par rapport à l'approche communautaire, ça veut dire en fait c'est chaque individu qui est inclus. Donc vous allez voir que peut-être que cette année ou bien avant, il y a de cela 5 ans, quand le niveau atteint la couleur jaune, l'impact n'est pas tellement grand, la population ou bien l'individu sait. Et si après 5 ans maintenant, il remarque que non, non, que quand le niveau de l'eau atteint la couleur jaune, l'impact devient grand, de bouche à oreille, vous allez remarquer que c'est eux-mêmes qui diront que non, non, apparemment, quand le niveau de l'eau atteint la couleur jaune maintenant, l'impact devient plus important, donc on doit changer. Donc c'est pourquoi on dit que quand il s'agit de l'approche communautaire, on doit se focaliser sur la communauté, voilà, créer, former, éduquer la population à réagir d'elle-même. Donc, juste de te dire que, madame, le poids, la balise, ou bien par exemple, la lettre précoce n'est pas pérenne, hein. Non, elle est suivie et change selon les impacts. Mon frère Graciano, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Oui, merci, cher Eric. Et j'espère que cher Kadi a vraiment trouvé des éléments de réponse à sa question. Je vois, oui, Kadi, tu veux rebondir, Oui, c'est bon, c'est assez clair. Juste rajouter que
pour Fatoumata Bangoura qui demandait s'il y a des entreprises qui font dans la récupération du Oui. plastique. En attendant, j'avais fait quelques recherches pour le Sénégal. Oui. J'ai vu une unité qui s'adonnait à ça et qui prévoyait d'ouvrir d'autres unités sur l'étendue du territoire. En fait, Voilà. elle prend sa matière première au niveau de la décharge de Mbobes. Et j'ai pu voir que chaque jour, elle faisait fondre 3 tonnes à peu près de plastique récupéré et fait sous forme de planches. Peut-être que demain ou après-demain, je pourrais peut-être donner beaucoup plus d'informations sur ça. Et en plus Parfait. de la météorologie aussi, nous avons le centre de gestion de la qualité de l'air à Dakar qui, en temps réel, nous donne l'indice de la qualité de l'air. Et aujourd'hui même, quand j'ai regardé, on nous dit que la qualité de l'air à Dakar est moyenne. Donc, tous les jours, c'est une prévision de 72 heures, d'une semaine, mais aujourd'hui précisément, c'est moyen. Et ça nous Wow. aide beaucoup dans l'éducation thérapeutique pour certaines pathologies. Ouais. Par exemple, moi, je suis dans un hôpital pédiatrique avec beaucoup de cas d'asthme, d'allergie, et on a une école de l'asthme. Là-bas, on utilise souvent les bulletins du centre de gestion de la qualité de l'air combinés à celui de la météorologie, Oui. où il y a les recommandations pour les gros vulnérables et tout. Donc, Parfait. c'est une combinaison de toutes ces informations que l'on utilise et qui nous aide beaucoup pour aider les enfants à mieux vivre avec la maladie et à prendre leurs dispositions avec leurs parents quand il y a pollution. Merci. Très, très bien, cher Kadi. Et nous serions certainement tous intéressés de pouvoir avoir accès aux coordonnées de cette organisation-là qui travaille sur les plastiques, notamment pour Madame Fatoumata qui en a besoin. Certainement que Madame Fatouma veut développer une filière de cette industrie-là du côté de Conakry pour vraiment lutter contre euh, les sachets plastiques ou plutôt les déchets plastiques, mais aussi les problèmes d'inondation à Conakry, parce que quand il pleut, c'est difficile de se déplacer à Conakry. J'ai pas fait un long séjour, mais quelques 3 jours déjà, j'ai compris comment le système fonctionne. Et je pense que c'est un vrai défi dans la zone. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Bougonou qui a levé la main. Monsieur Bougonou. Bonsoir à la communauté. Bonsoir, cher Bougonou. À mon niveau, ce n'est pas une question, mais c'est une doléance. Oui. Depuis le lancement, nous aussi, on est préoccupés par d'autres activités du district ici. Donc, c'est ça qui fait que je n'arrive pas à vous suivre en tant que tel. Je vous suis en dents de scie, en fait. Donc, je voudrais poser la doléance, voici, il y a lieu de nous partager les modules précédents. C'est en PDF ou bien en PowerPoint pour que au moment venu, on trouve un peu de temps, on va essayer de se mettre à jour. Très bien. Donc, Déjà, pour répondre à cette question, il faut noter que dans le groupe WhatsApp qui est dédié à la formation, nous y mettons le lien de chaque section. Donc, de chaque session autant pour moi. Donc, vous pouvez regarder les vidéos de chaque session à partir de ces liens-là. Ok, merci beaucoup. C'est ça. À Très la prochaine. bien. Oui, à la prochaine. Je ne sais pas s'il y a d'autres mains qui sont levées dans le... Non, il n'y en a pas. Eh bien, là, on est à 18... Non, ça fait 20h 8 minutes. Et là, nous avons largement dépassé le temps imparti. Sinon, nous tenons dans le temps pour ceux qui sont venus en retard parce qu'on a démarré à 18h10. Donc, nous tenons dans les 2 heures. Donc, merci à toutes et à tous. Merci pour votre participation et on se dit à demain avec le module 4, le dernier module, qui certainement va nous plonger dans une autre sphère de ce parcours de formation avec M. Akimouro, qui s'est toujours connecté pour toutes les sessions que nous avons suivies jusqu'à aujourd'hui. Merci à toutes et à tous et excellente soirée à vous. Bye bye.